OK, alors, bonjour. Ben, ça fait évidemment plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous présenter finalement aussi les résultats d'un projet de recherche que j'ai mené l'an dernier au ministère et puis qui portait, comme son titre l'indique, sur les difficultés de conciliation travail-famille des mères et des pères en emploi, avec une comparaison, donc, comme l'a dit Luc, de la situation et de son évolution au Québec et ailleurs au Canada. Euh, Vous allez voir que ça couvre quand même en partie les travaux d'Amélie. C'est sûr que ça date d'aujourd'hui finalement, donc vous allez voir peut-être que j'aurai certains propos qui disent qu'il n'y a pas eu beaucoup de recherches, mais on va dire avant aujourd'hui, sur les thèmes que j'aborde de façon quantitative. Donc, je vais vous présenter, comme je le disais, les résultats, certains des résultats d'un projet que j'ai mené l'an dernier, qui provient de l'analyse d'une autre base de données, soit l'enquête sociale générale, euh, de Statistique Canada. Donc, ce sont des données qui ont été recueillies périodiquement, donc à intervalles d'environ 5 ans, sur une vingtaine d'années, donc auprès de la population québécoise et canadienne. Donc, les objectifs de mon projet ont été d'abord de se pencher, là encore aussi, de la même manière qu'Amélie un peu, sur l'ensemble de la population des parents québécois en emploi, mais ayant des enfants âgés de moins de 15 ans. Euh, et puis aussi, pour ma part, en distinguant systématiquement les pères des mères. Et puis aussi, donc, naturellement, de me pencher sur leurs difficultés de conciliation travail-famille. Je vais revenir plus loin sur les formes de difficultés qui ont été étudiées. Et puis, donc, j'ai aussi essayé donc, de décrire plus précisément, lorsque c'était possible, parce que les données ne le permettaient pas toujours, de décrire, donc, comme je le disais, les changements qui sont survenus depuis une vingtaine d'années, donc à l'aide d'un ensemble d'indicateurs qui sont liés à la perception subjective de la conciliation travail-famille, donc les difficultés des travailleurs et des travailleuses, comme je l'ai dit, en différenciant les réalités perçues entre les parents du Québec et du reste du Canada. Donc, pourquoi et comment j'ai poursuivi les objectifs que je me suis fixé d'entrée de jeu? Donc, au risque de redire une évidence, finalement, on sait que la conciliation entre les activités professionnelles et familiales est devenue, donc, au cours des dernières décennies, un sujet d'étude qui a été privilégié, donc, dans de nombreux domaines, en sociologie, en psychologie, en économie, en gestion et dans le domaine de la santé. Donc, les mesures, finalement, les difficultés de conciliation travail-famille, les facteurs explicatifs, leurs répercussions et puis les mesures à mettre en place dans différents milieux pour les atténuer ont été largement documentés au fil des ans. Donc, c'est sûr que je vous invite à consulter là, deux ouvrages que je trouve que c'est des revues de littérature exhaustives, donc les documents de Mme Tremblay, un de ses livres parus en 2012, et puis un ouvrage, pas un ouvrage, mais plutôt un rapport de Nathalie Saint-Amour et Mélanie Bourque, qui est paru en 2013 par l'INSPQ, qui fait un bon tour de la littérature à ce sujet-là. Donc, c'est pour ça que, pour ma part, je rentre vite dans les résultats. Donc, les références sont indiquées dans la dernière diapositive. J'imagine que donc les, euh, les diapositives vont être sur le site du SIX, je pense, donc après coup. Mais donc, dans ce contexte, finalement, il est assez surprenant de noter qu'il y a eu, somme toute, peu de données quantitatives représentatives de l'ensemble de la population, donc à part aujourd'hui, finalement, qui ont été rendues disponibles pour décrire justement pardon, j'ai soif un peu. Donc, qui ont été rendus disponibles pour décrire non seulement la situation, mais surtout l'évolution des difficultés de conciliation travail-famille qui sont ressenties par les pères et les mères de jeunes enfants. Donc, on a souvent l'impression qu'il existe de nombreuses données à propos de la conciliation travail-famille ou les difficultés pour les parents de jeunes enfants au Québec, mais les données portent souvent sur la majorité du temps sur leur temps ou leurs conditions de travail, sur la division du travail au sein des couples et le partage des tâches, et puis sur l'utilisation des mesures de conciliation travail-famille, ce qui, à proprement parler, ne constitue pas une mesure de la conciliation travail-famille et de ses difficultés associées, par exemple en termes de conflits ressentis ou perçus par les parents. Donc, comme je l'ai dit, il y a seulement quelques enquêtes représentatives qui ont rendu possible la mesure de la situation et puis de l'évolution de ce conflit. Donc, peut-être pour visualiser aussi, moi aussi, j'ai un petit schéma, finalement, mais qui est peut-être un peu écrit plus petit, mais en tout cas, de toute façon, je le passe rapidement parce qu'il ressemble beaucoup à celui d'Amélie.
Donc, c'est pour illustrer un peu mieux, donc on voit au centre la conciliation travail-famille. Dans ce cas-ci, c'est difficulté, donc ce qui est encerclé, avec des notions de conflit. J'y reviendrai plus loin sur les conflits de tension, les conflits de temps, les conflits de comportement. Et puis, à gauche, ce qu'on appelle les déterminants, donc ce qui constitue en quelque sorte l'articulation entre ce qui est en haut à gauche, les exigences professionnelles, et en bas, les exigences familiales et celles non liées au travail. Et puis à droite, donc, les répercussions, que ce soit en termes organisationnels, familiaux, auprès des employés, et puis des résultats d'ensemble plus sociétaux finalement, quand on parle par exemple sur l'utilisation du système de santé ou sur ce qu'on appelle l'assiette fiscale, mais donc l'imposition des individus. Donc ici, ce sont tous ces aspects-là qui ont été documentés, mais sous les angles que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, je vais m'attarder naturellement à ce qui est encerclé. Donc, l'objectif que je me suis fixé, c'était de me pencher sur les difficultés de conciliation travail-famille qui s'appuyait sur une conceptualisation multiple, comme je l'ai dit, des difficultés. La CTF ici, ça c'est mon acronyme finalement, on est tenté souvent de réduire parce que c'est souvent long, la conciliation travail-famille. Elle est prise ici sous l'angle, comme je l'ai dit, d'un conflit sur l'hypothèse donc d'un déficit de temps et puis d'énergie dans le contexte des différents rôles et puis des activités que les individus doivent assumer dans une journée ou une semaine. Donc, plus spécifiquement, notre étude s'inspire de deux des cadres théoriques qui sont les plus utilisés, disons, ou les plus disponibles à partir de données qui sont disponibles justement pour examiner ce conflit. Il y a donc le conflit de tension et le conflit de tension entre les rôles, pardon, et puis le conflit de temps. Donc, comme je l'ai dit, pour ce qui est du conflit de tension entre les rôles, il est fondé sur l'hypothèse selon laquelle plus on assume de rôle, plus on est susceptible de se sentir surchargé, de subir de la pression et du stress, donc en raison de l'incompatibilité des exigences qui sont exigées par les différents rôles. Pour ce qui est de l'angle du conflit de temps, il se produit lorsque le temps passé dans une sphère rend la personne non disponible pour s'investir dans une autre sphère, qui entraîne notamment le sentiment d'empiètement. Donc, ce sont des aspects pratiques finalement associés, dans ce cas-ci, aux horaires surchargés, aux conflits d'horaires qui sont au cœur de cette perspective analytique. Donc, comme je l'ai dit aussi, mes objectifs s'inscrivaient aussi dans le cadre d'une analyse comparative, donc des variations de comportement à travers l'espace, disons, entre certaines juridictions, donc ici entre le Québec et le reste du Canada. C'est une approche qui a été souvent employée lorsqu'il est question d'articulation et de conciliation travail-famille. Il y a entre autres les travaux de l'OCDE qui ont montré justement des différences importantes entre les juridictions. Parce que donc les rôles et les temps sociaux entre les familles et les réponses surtout sociopolitiques à leurs égards, ça variait parfois fortement, donc selon les zones de l'OCDE. Et puis donc, dans le contexte nord-américain, le Québec, finalement, constitue en quelque sorte une exception parce que depuis plusieurs années, ces politiques familiales, notamment en matière d'articulation et de conciliation entre l'emploi et la famille, leur approche finalement des modèles scandinaves ou des modèles dits de conciliation, avec particulièrement la mise en place de services de garde éducatifs à l'enfance et en milieu scolaire, un congé parental plus généreux et puis des normes du travail qui permettent, dans une certaine mesure, aux parents d'emploi de se rendre disponibles pour leurs enfants. Donc, ça s'avère donc particulièrement intéressant à étudier la situation du Québec avec celle du reste du Canada, où on retrouve davantage des modèles plus libéraux ou non interventionnistes qui sont présents. Et puis donc, c'est intéressant à étudier pour voir les singularités qui peuvent émerger de cette analyse. Donc, pour passer rapidement sur les données et les méthodes, donc, je l'ai déjà dit, donc je me suis appuyé sur les données de l'enquête sociale générale. Donc, c'est une enquête qui a été réalisée en 92, 98, 2005 et 2010. Donc, elle a interrogé en 92 et 98 environ 10 000 répondants et puis environ 25 000 en 2005 et 2010. Donc, mon échantillon d'analyse, finalement, lorsque je prenais les parents qui avaient déclaré, les parents d'un enfant de moins de 15 ans qui avait déclaré être en emploi la semaine précédant l'enquête, on arrivait à un échantillon d'environ 1700 à 2000 parents
donc à chacun des cycles de l'enquête. Ça, c'est pour l'ensemble du Canada. La fraction pour le Québec est moins importante naturellement. Donc, c'est une enquête, en gros, qui recueille un journal de l'emploi du temps, c'est-à-dire on demande en 24 heures ce que les répondants ont fait la veille de l'enquête. Mais il y a aussi un ensemble de questions sur les aspects subjectifs reliés à l'emploi du temps. Et puis, ce qui m'a permis de construire finalement un ensemble d'indicateurs reliés qui présentent 5 formes de difficultés de conciliation travail-famille. Donc, il y a eu la pression ressentie au quotidien, le sentiment d'une surcharge de responsabilité et le niveau élevé de stress, donc ce qui est lié au conflit de tension. Puis pour ce qui est au conflit de temps, il y a l'empiètement fréquent du travail dans la famille et l'empiètement fréquent de la famille dans le travail, un peu comme ce que racontait Amélie à propos de la relation bidirectionnelle. Donc, naturellement, ce que j'ai fait une ventilation donc pour étudier les différences entre les pères et les mères, et puis la situation du Québec et ailleurs au Canada. Je ne rentre pas dans les aspects méthodologiques, finalement, simplement pour dire que j'ai respecté finalement les indications de Statistique Canada qui sont liées à l'utilisation de ces données-là pour ce qui est d'analyse statistique, donc du traitement de ces données-là. Donc, pour faire une synthèse des résultats compte tenu du temps qui m'est imparti, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement au sujet des difficultés de conciliation travail-famille chez les parents? Donc, de jeunes enfants, mais un petit peu moins jeunes qu'Amélie. Les conclusions, finalement, qu'on peut en tirer, elles dépendent, finalement, de la façon dont on peut apprécier le conflit travail-famille. Donc, d'un point de vue optimiste, c'est-à-dire en prenant les mesures de l'empiètement fréquent du travail dans la famille et puis celle de la surcharge de responsabilité comme mesure du conflit travail-famille, il est estimé qu'environ entre un parent en emploi sur 4 et un parent en emploi sur 3 en 2010 faisait face à des difficultés élevées de conciliation travail-famille au Québec. Et puis dans le pire des cas, c'est-à-dire en se basant sur des estimations qui sont fournies par la mesure de la pression ressentie au quotidien et puis du niveau élevé de stress, la proportion de parents qui travaillent et puis qui déclarent ressentir à un niveau élevé une forme ou l'autre de difficulté de conciliation travail-famille s'élève à plus d'1 sur 2. Il y a d'autres résultats intéressants qui ressortent de l'analyse de mes données, soit qu'il y a très peu de parents finalement en emploi qui laissent leurs exigences familiales entraver l'exercice de leur responsabilité professionnelle. Donc, en effet, on a observé qu'il y a moins de 10 des parents en emploi du Québec et aussi d'ailleurs au Canada qui mentionnent que leurs exigences et leurs responsabilités familiales entravent la plupart du temps ou tout le temps leur capacité à combler leurs responsabilités professionnelles. Donc, à l'inverse, notre situation a observé que l'empiètement du travail dans la famille est systématiquement plus fréquent dans l'ensemble que l'empiètement de la famille dans le travail chez les parents en emploi, et ce tant au Québec qu'ailleurs au Canada. Donc, on le voit ici, il y a le quart, un peu plus du quart des parents qui rapportent un tel empiètement. Puis ces résultats, finalement, ça, sont conformes à d'autres résultats, d'autres études passées, puis qui confirment finalement la plus grande perméabilité de la sphère familiale par rapport à la sphère professionnelle et qui laisse donc le travail interférer plus facilement avec les besoins de la famille. En ce qui a trait à l'évolution des difficultés de conciliation travail-famille au cours de la période 1992-2010, le portrait qui en ressort, il n'est pas univoque, c'est-à-dire qu'il y a des tendances qui ne vont pas toutes dans la même direction. Il y a certaines indications qui semblent tendre vers une réduction donc des difficultés de conciliation travail-famille, par exemple du point de vue de la pression ressentie au quotidien, tandis que d'autres, comme le sentiment de surcharge de responsabilité, semblent montrer que la situation n'a pas bougé de manière notable au cours des 20 dernières années. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que pour ce qui est de la relative stabilité, donc de la prévalence au fil du temps des difficultés de conciliation travail-famille, au Québec, ça s'inscrit, par exemple, dans le contexte d'une hausse importante, ça a été mentionné précédemment, du nombre et de la proportion de mères en emploi qui a été observée, donc ici dans mon cas, entre 1992 et 2010. Donc, il y a d'autres données d'enquête qui ont montré, l'enquête sur la population active, que les effectifs de mères dont le plus jeune enfant est âgé de moins de 16 ans sont passés d'un peu plus de 485 000 à près de 580 000 au Québec, et puis que leur taux d'emploi a augmenté de 59 à 77 %. C'est donc dire qu'en touchant un nombre de plus en plus élevé de mères en emploi,
les difficultés élevées de conciliation travail-famille ont en définitive continué de prendre l'ampleur au cours des dernières années. Par ailleurs, pour ce qui est de la comparaison entre les mères et les pères en emploi au Québec, peut-être surprenamment, ça a révélé, somme toute, peu d'écarts prononcés. On a tout de même observé quand même que les mères sont plus susceptibles que les pères de ressentir de la pression quotidiennement, dans une proportion de 60 comparativement à 50 ce sont tous des résultats qui sont statistiquement significatifs, je n'ai pas besoin de mentionner ça. Puis en ce qui a trait à la surcharge des responsabilités, on a aussi observé que la proportion qui était, somme toute, élevée, donc aux 2/3 de mères en emploi qui ressentaient une telle tension, à la fin des années 90, elle s'est résorbée pour être en 2010 indifférente de celle des pères, donc à environ un parent sur deux. C'est sûr que cette absence-là d'écart entre les pères et les mères, en tout cas, moi, ça m'a surpris. Ça peut surprendre à première vue, dans le contexte où, comme il a été dit précédemment, où les tâches domestiques et familiales sont encore assurées majoritairement par les mères. Mais ici, la conciliation entre famille et travail pèse autant aux pères qu'aux mères. C'est peut-être, comme j'ai lu dans certains écrits de chercheurs français qui concernaient la situation observée donc, dans ce pays-là, ils interprétaient ça comme étant les hommes qui ont davantage de mal à réduire la place du travail, contrairement aux mères, et puis que la société aussi invitait prioritairement les mères à réduire la place du travail, ce qui pouvait finalement atténuer les différences entre les difficultés rapportées. Les auteurs aussi suggéraient alternativement que les pères, qui sont moins souvent confrontés aux problèmes de conciliation, pourraient grossir les problèmes tout en assumant moins les tâches, donc ils trouveraient plus difficile la partie qui leur incombe. Et puis une dernière interprétation relèverait selon eux de la mise derrière le terme vie familiale des éléments qui s'apparentent plutôt à la vie personnelle. Donc on voit qu'il y a plusieurs interprétations possibles à ces résultats-là, puis qu'un approfondissement naturellement de ces résultats-là serait souhaitable. Puis enfin, en comparant la situation québécoise avec celle ailleurs au Canada, on a pu montrer donc des différences marquées entre les deux. Ce qu'on a remarqué principalement, c'est que les résultats montrent de façon claire que les parents en emploi du Québec sont plus susceptibles en 2010 de ressentir un niveau de stress élevé et un empiètement fréquent du travail dans la famille que leurs homologues ailleurs au Canada. Mais pour ce qui est de la surcharge de responsabilité, les résultats montrent plutôt que ce sont les mères en emploi du Québec qui sont moins susceptibles de faire face à une telle difficulté comparativement à leurs consoeurs ailleurs au Canada. Donc, les résultats ne vont pas, disons, parfois aussi ici dans un sens qu'on pourrait qualifier d'attendu, compte tenu notamment des développements différenciés des politiques et des mesures de soutien aux familles qui sont observées au Québec et ailleurs au Canada au cours des dernières années. On peut bien sûr se demander si donc ces écarts-là observés tiennent à des caractéristiques différentes entre les deux populations, comme pour ce qui est de la famille, des structures familiales qui sont particulières, ou des types spécifiques de division du travail rémunéré et non rémunéré établis entre les sexes, ou voir à l'environnement socio-économique dans lequel évoluent les familles du Québec et celles d'ailleurs au Canada, par exemple concernant les modes de gestion en place dans les milieux de travail ou d'autres éléments plus macro, disons. Donc, c'est sûr qu'il y aura des analyses multivariées qui permettraient de tenir compte de ces variables qui devraient être réalisées aussi pour approfondir ces questions, mais ça n'a pas été l'objet de mes travaux pour le moment. Et puis donc, pour conclure, rapidement, donc, les analyses que j'ai réalisées, finalement, ont contribué quand même à éclairer la prévalence et puis l'évolution des difficultés de conciliation travail-famille au fil du temps. Au Québec, c'est sûr que les indicateurs généraux, un peu pour parler des limites, finalement, un peu comme Amélie l'a fait, les indicateurs généraux que j'ai utilisés sont intéressants, mais pour aller plus loin, il faudra vraiment des données plus riches. Donc, naturellement, des effectifs plus nombreuses, parce que c'est quand même une enquête canadienne, donc avec un échantillon québécois qui est somme toute pas très grand, donc pour aller plus finement, et puis des échelles de mesure aussi plus fines et puis validées. Là, on a des indicateurs, je dirais, pas pour... bon, chaque recherche a ses limites, mais qui sont somme toute grossiers, des échelles de mesure qui existent, qui ont été validées, qui sont naturellement parfois plus longues à poser comme questionnement dans des questionnaires, mais ça serait un pas qui serait nécessaire à franchir. Donc, comme je l'ai dit, pour approfondir le phénomène chez certains sous-groupes, notamment les travailleurs pauvres à statut précaire ou selon certaines catégories professionnelles. Puis naturellement, pour aller plus loin dans le développement des connaissances, il sera nécessaire de disposer pour le Québec
de davantage de données qu'on appelle probantes pour le développement de politiques adaptées en matière de conciliation travail-famille, notamment une étude longitudinale d'envergure des parcours professionnels et familiaux des individus et des ménages, en lien avec l'évolution de leurs conditions de travail et de leur santé au fil du temps. Ces types de données-là permettraient d'améliorer la compréhension de plusieurs questions importantes relatives, un peu comme on a vu dans les schémas qui ont été présentés, aux déterminants des difficultés ou même, on peut aussi parler des facilités de conciliation travail-famille, et puis à leurs répercussions socio-économiques et de santé. Donc, en terminant, je vous invite à consulter pour avoir plus de détails sur les résultats que j'ai présentés, somme toute rapidement, dans un bulletin produit par le ministère de la Famille, dans la collection des bulletins Quelle famille, qui a été produit l'an dernier à ce sujet-là. L'hyperlien est mentionné ici. Donc, je vous remercie beaucoup